La crise du coronavirus est-elle une crise du capitalisme? Non, en aucun cas. La crise du coronavirus est une crise sanitaire qui contribue à la crise du capitalisme. Crise qui a débuté en 2008-2009 avec la crise financière et qui atteint son paroxysme aujourd'hui. Pour expliquer cette crise, il faut remonter aux années 80, à l'ère Thatcher-Reagan, qui va voir le libéralisme se débrider totalement, essentiellement après la chute de l'Union soviétique, et devenir l'ultralibéralisme des années 90, provoquant une inégalité sociale sans pareil dans l'histoire de l'humanité. Après la crise financière de 2008-2009, ce fossé entre les riches et les pauvres va se creuser encore plus de manière irrévocable et provoquer des mouvements sociaux à travers la planète. L'un des plus récents ayant été en France avec la crise des Gilets jaunes. En parallèle, le populisme, une vieille tradition de la fin du 19e siècle ou la première partie du 20e siècle, va ressurgir à travers des personnalités différentes, comme aujourd'hui Trump aux États-Unis ou Bolsonaro au Brésil. La crise du coronavirus récente, inattendue, qui est donc une crise sanitaire et non une crise du capitalisme, va encore plus accentuer le fossé entre les pays riches, les pays émergents et les pays non développés. Et au sein de ces pays, mais même au sein de l'Occident, des pays occidentaux comme on le voit aujourd'hui, va encore plus creuser le fossé entre les riches et les pauvres. Rien qu'aux États-Unis, où je réside depuis une quinzaine d'années, les inégalités sociales sont de plus en plus fortes et de plus en plus visibles après simplement 2 mois de confinement. Alors, est-ce que c'est une crise du capitalisme que nous vivons aujourd'hui? Je ne pense pas. D'ailleurs, observons que le marché a été bien plus efficace dans la gestion de la production de masques et de la diffusion et distribution de masques que la planification d'État. Les grandes surfaces ont proposé de vendre des masques alors que les services de l'État avaient été incapables de les offrir aux hôpitaux. Bon, là, on a effectivement un vrai problème d'efficacité de la décision politique, en particulier à un moment où le système politique, le système de décision politique est compliqué par l'incroyable quantité de décisions à prendre quand on est confronté à une crise comme celle-ci. Alors cette crise du Covid vient de montrer la nécessité de maintenir un État-providence fort, qui dit crise sanitaire, dit système de santé solide, qui doit être capable d'accueillir des malades en surnombre. Et on l'a vu même avant la crise du coronavirus, ça faisait déjà 1 an que les personnels soignants étaient en grève. Alors ils réclamaient évidemment des moyens, mais au-delà de ça, c'est toute la rationalisation du système de santé qu'ils dénonçaient, les coûts budgétaires, la mise en chiffres de l'hôpital, la T2A par exemple, la tarification à l'acte, qui impose aux hôpitaux de favoriser les actes rentables plutôt que les autres. On a perdu de vue l'esprit de 45, celui de la sécurité sociale, et même si on parle d'un virus, pas d'une politique publique délibérée, il faudra s'interroger sur les conséquences de cette gestion, y compris en termes humains. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, le pays n'a pas réformé son système de santé depuis l'après-guerre, mais il a moins fermé de lits de réanimation que nous. Au début de l'épidémie, les Allemands avaient à peu près 20 000 lits, nous on en avait 4 fois moins. Et les Allemands ont tout de suite accepté de débloquer des fonds pour qu'il y ait plus de lits de réanimation. Et c'est pareil pour le matériel, les respirateurs. Évidemment, l'État-providence, ce n'est pas que la santé, cette crise est aussi économique. Et là, on a beaucoup parlé du grand retour de l'État, de la revanche des keynésiens, des partisans des régulations. Mais c'est vrai qu'on a toujours une expérience grandeur nature avec le chômage partiel, par exemple. C'est un filet de sécurité, une prise en charge des salaires par l'État qui a permis d'éviter, en tout cas pour le moment, des licenciements massifs. Grâce à ça, on ne connaît pas la situation des États-Unis qui ont enregistré plus
plus de 40 millions de chômeurs pendant le confinement. Il faudra là aussi tirer des bilans, mais on se rend compte que partout où on a flexibilisé le marché du travail, les personnes payent le prix fort. C'est vrai par exemple pour la réforme de l'assurance chômage, durcir les conditions d'indemnisation des chômeurs en période de croissance, déjà on peut s'interroger sur la pertinence, mais c'est catastrophique pendant une période de crise. C'est pareil pour la formation professionnelle. On peut libéraliser le marché, considérer que chacun est libre de son destin et que l'État n'a pas à s'en mêler. Mais là, on se rend compte que certains centres de formation des apprentis, qui sont aujourd'hui de plus en plus en concurrence et qui ne sont plus autant aidés par les régions, eh bien, ces centres de formation risquent de souffrir, tout comme les apprentis. On pourrait multiplier les exemples, parler des plans de relance économique dans l'automobile, l'aérien, le tourisme. On voit bien que les attentes sont fortes. On voit aussi que quand c'est nécessaire, il est tout à fait possible de desserrer la contrainte budgétaire. C'est un vrai laboratoire et ce qui sera intéressant, c'est de voir comment l'État va utiliser ce nouveau rapport de force pour imposer ou pas des contreparties en matière d'emploi ou de transition écologique. Un État-providence fort, c'est aussi un État qui se projette, qui a une vision progressiste de la société. C'est un État qui se met en quête de lutter contre les inégalités sociales, par exemple, et qui n'est pas juste mobilisé par une logique budgétaire. C'est vrai qu'il y a une rupture. C'est vrai qu'il y a une rupture, et d'ailleurs pas seulement entre les classes populaires et le gouvernement. Il y a une rupture entre toute la population française et la classe politique. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va aller vers une ère du populisme. Parce que l'avènement du populisme, ça voudrait dire qu'il y ait une personne ou un mouvement qui serait capable d'accéder au pouvoir en disant il suffit d'un bon coup de balai et tout ira mieux. Et c'est possible que chaque crise nous rapproche de ce moment, mais c'est quand même un scénario qui me semble un peu trop simple. Et s'il y a bien une chose que la crise du coronavirus nous a apprise, c'est que on peut pas vraiment prédire ce qui va se passer. C'est que le futur est têtu, c'est que l'histoire va toujours nous surprendre. Et donc, pour moi, une bonne question, c'est pas tellement qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'est-ce qu'on voudrait qu'il se passe. Qu'est-ce que moi, à mon échelle, je peux faire dès maintenant pour essayer de résoudre ces problèmes. Et c'est un travail qui est fondamental parce que si on prend pas ce temps, si on prend pas ce temps de réflexion, de se demander quels sont les problèmes que j'ai envie de régler, on se condamne un petit peu à vivre dans un monde qui a été façonné par les idées des autres. Et ça, du coup, ça va nous amener à la seconde question. Deuxième question, comment cette crise peut être une véritable opportunité sur le plan idéologique pour de nombreux mouvements ? Pour une raison bien simple, c'est qu'une crise, c'est une remise en cause du statu quo. C'est un bouleversement des certitudes, c'est un déplacement de la frontière entre le possible et l'impossible. Et donc c'est le moment rêvé de faire avancer des idées audacieuses. Après, le truc, c'est que la concurrence va être rude, parce qu'une crise, on peut l'interpréter de tout un tas de manières. Toutes les idéologies vont essayer de l'interpréter dans un sens qui leur est favorable. Par exemple, on pourrait très bien dire que cette pandémie, c'est une preuve qu'il faut arrêter avec la mondialisation, qu'il est grand temps de remettre des frontières, qu'il est grand temps de remettre des murs pour se protéger de ces phénomènes globaux. On pourrait aussi dire que cette crise, c'est la preuve que le capitalisme, c'est le meilleur des systèmes, parce que face à cette menace sans précédent, le système s'en est sorti sans trop de casse. On pourrait aussi dire que cette crise, c'est la preuve que la démocratie, c'est inefficace, parce qu'un régime comme la Chine a l'air de s'en être sorti bien mieux que les autres, parce que le pouvoir a l'autorité et la force nécessaire à ce que tout le monde file droit. Donc tous ces récits sont possibles, il y en a bien d'autres qui sont possibles, et il y a déjà à l'heure actuelle des citoyens et des politiques qui sont en train de travailler à donner un sens à ce qui s'est passé. Et donc la question c'est, vous, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça ? Quel récit vous convient le mieux ? Quel récit va déboucher sur le futur dans lequel vous avez envie de vivre ? Et puis surtout, comment est-ce que vous allez faire pour que votre version rassemble le maximum de gens ? À la question des menaces que le corona pourrait faire peser sur les libertés, la première chose, c'est de savoir quelles sont un peu les libertés dont il s'agit. La liberté de penser, de se déplacer, de se réunir. Bon, ces libertés étaient à peu près infinies dans le monde dans lequel on vit. Se déplacer et se réunir sont actuellement très limités. Ça pourrait rester relativement limité. S'exprimer publiquement était quelque chose qui a été longtemps difficile, qui est devenu extrêmement facile
Et là aussi, on a des possibilités de restriction qui commencent à apparaître, de certaines lois en particulier. La liberté de penser demeure, elle est inaliénable, et c'est pourtant là que le vrai problème existe, parce que la restriction de la liberté de penser ne vient pas de lois ou de textes, mais elle vient beaucoup plus souvent de pressions qui sont exercées et qui aboutissent à un abrutissement d'un certain nombre de gens qui perdent leur liberté de penser pour ne pas se retrouver en contradiction avec la pensée dont on peut dire qu'elle est politiquement correcte. À l'heure actuelle, il est évident que les grands médias et les politiques ont diffusé un certain nombre de choses qui sont a priori fausses et qui sont ostentatoires à la liberté de penser. Elles sont relayées à l'heure actuelle et beaucoup de gens n'osent plus penser autrement. Est-ce que ça va durer ou est-ce qu'il va y avoir des réactions ? Ces réactions viennent déjà en grande partie au travers des réseaux sociaux et il est probable que les réseaux sociaux vont prendre de plus en plus d'importance parce qu'ils sont de plus en plus souvent les seuls à permettre de rediffuser des informations réalistes. Il y a des relations entre la crise du Covid que nous vivons aujourd'hui et la crise du climat. Dans les deux cas, on a un non-alignement de l'intérêt particulier avec l'intérêt général. Pour le climat, quand je décide d'utiliser ma voiture, j'émets du CO2, je ne tiens pas compte des conséquences de ce CO2 sur le bien-être des autres. De même, pour le Covid-19, quand je décide de me déconfiner contre les décisions politiques, eh bien, je m'expose moi-même à un risque de mortalité, mais j'impose un risque supplémentaire au reste de la population en me transformant en un vecteur de la maladie. Et donc, dans les deux cas, les intérêts particuliers ne sont pas alignés avec l'intérêt général. Pour le Covid-19, la solution des 2 derniers mois a été l'interdiction. Le confinement, c'est une privation de liberté, c'est en tout cas une réduction de liberté. Est-ce qu'on peut imaginer une solution similaire pour le climat? Je ne pense pas. Le parallèle à cette solution consisterait par exemple à interdire l'utilisation de véhicules particuliers dans les banlieues ou dans les villes, à tous les endroits où existent une alternative en transport en commun. Je ne pense pas que les Français aujourd'hui soient très ouverts à cette possibilité-là.